lundi 3 avril 2017. Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Toutes les télévisions et bienvenue dans cette édition d'information 2 semaines après sa nomination par le chef de file de l'opposition. Le nouveau vice-président par intérim chargé des relations extérieures et de la communication de l'UFDG était ce week-end dans la sous-préfecture de Koba, dans Bofa, un déplacement mis à profit par Ibrahima Cherif Ba pour solliciter l'accompagnement des citoyens de cette localité afin d'assurer la victoire du parti en 2020 sur les pas de l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Daouda Mohamed Kamara. Si Feu Elhaj Alseni Ba est originaire de Pita, selon des témoignages des sages et jeunes de Koba, son fils Elhaj Ibrahima Cherif Ba a pour origine Koba Tanene. Pour preuve, ce samedi, c'est une foule nombreuse d'une centaine de motards et une longue file de véhicules qui s'est ébranlée de Souguebouni à Koba Tanene, longue de 15 km pour recevoir l'honneur de la nomination d'un fils du terroir au poste de vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Les réalisations de Cherif Ba dans cette localité pour le porte-parole de la jeunesse sont énormes. Le renouvellement de la maison de Dieu de Tanene et tout son équipement, la construction d'une école de 3 classes et de tout son équipement, construction d'un lycée digne de nom et dont les cadres formés de nos jours dépassent de commentaires. L'école qui vous avait aidé à s'épanouir à travers sa direction reste reconnaissante et souligne davantage depuis sa création en 1996 à nos jours, sans son infrastructure reste le même. Alors, cette communauté de Koba ainsi que toute sa jeunesse souhaite vous accompagner dans vos multiples actions. Comme cette visite est aussi une occasion pour les siens d'exprimer leurs préoccupations, en réponse, le nouveau vice-président de l'UFDG en est sensible et Elhaj Cherif Ba promet et insiste là-dessus devant les paysans de Koba. En retrouvant sa famille de Koba, Tanene, Dexin, Souguebouni et Kobarare, les localités qui lui rappellent ses souvenirs d'enfance à l'époque du cycle primaire, Cherif Ba éprouve une nostalgie doublée d'une satisfaction et espoir pour une UFDG plus massifiée encore. À travers les villageois, les paysans, les ménagères, les pêcheurs qui sont là, la voix d'un paysan égale à la voix d'un professeur, la voix d'un pêcheur égale à la voix d'un docteur en médecine. Donc tout le monde est important pour nous. Et quand on est parmi nos parents, satisfaction, joie. Tous ceux qui étaient assis là, je les connais, les grands frères. Il y en a qui sont des promotionnaires de collège, il y en a qui sont nos enfants, maintenant nos neveux. Un peuple connu dans l'agriculture, les Kobaké ont offert à leur fils par honneur une calebasse de cola et une autre contenant du riz de Koba. Et la cérémonie festive a pris fin dans les palmeraies de Soumbouigny, refuge de Elhaj Cherif Ba. Au même moment, Ibrahima Cherif Ba haranguait la foule à Koba dans Bofa. Ici à Conakry, c'est un membre du bureau exécutif du parti qui rend sa démission. Abouakar Souma, c'est son nom, le député à l'uninominal de Dixine. L'homme a lancé sa propre formation politique et il s'agit du PGDE, Parti guinéen pour le développement et l'équilibre. Soare Boubacar. Entre sa démission et la présentation de ce nouveau parti, le PGDE, il en a fallu juste 48 heures. Honorable Abouakar Souba, qui siégeait jusque-là au Parlement sous la bannière des libéraux démocrates, est désormais sur la liste des non-inscrits. Il revient ici sur les motifs de la création de son parti. Nous avons décidé de créer notre parti politique pour pouvoir développer, animer notre vision pour la Guinée. Car aujourd'hui, il n'existe pas ni la nation, ni l'État à la République de Guinée. En s'engageant donc à la conquête du pouvoir, Abouakar Souma dit vouloir combattre les maux qui gangrènent la vie sociopolitique guinéenne. Le ganisme a pris le dessus
sur le nationalisme. L'égoïsme a détruit l'esprit patriotique. Le régionalisme ethnique a anéanti la défense de l'intérêt supérieur de la nation tout entière. Ainsi, le repli identitaire s'est installé de façon dangereuse. Plus loin, il ajoute que ce parti a été créé pour participer activement à la résolution de ces problèmes causés par l'incompétence des leaders politiques qui, à ses yeux, ne défendent que leurs intérêts. Le PGDE est un parti d'opposition qui dénonce, critique, fait de propositions dans l'intérêt de la nation. Pas une opposition hypocrite qui va de compromis en compromis jusqu'à compromettre l'avenir de la nation pour un intérêt d'un petit clan qui souhaiterait prendre le pays en otage. À la question de savoir si le président de la République serait derrière cette démission, Honorable Boubacar Souma dément, mais confirme l'avoir rencontré à 2 reprises avant cette annonce publique. Pendant ce temps, ce sont les acteurs de la société civile qui veulent encourager et accompagner les candidatures indépendantes lors des élections locales prochaines. C'est le cas de la PQD, la plateforme des citoyens unis pour le développement, qui organise aujourd'hui et demain un atelier national de concertation dans ce sens. La démarche vise à amener ces futurs candidats indépendants à se connaître et à se soutenir pour mieux affronter ces échéances électorale. Le compte rendu est signé Bountourabi Keïta. À quand l'organisation des élections communales et communautaires? Cette question est sur les lèvres de tous les Guinéens. Mais peu importe la date, les candidats indépendants de Conakry et du pays profond, eux, se préparent activement pour ces échéances. En partenariat avec la société civile guinéenne PQD, une rencontre de 48 heures est organisée à cet effet. La candidature indépendante étant une action citoyenne, nous avons cru devoir soutenir cette initiative et aider à amener les différents acteurs concernés à se mettre ensemble pour relever les défis communs. Pour Abdourahmane Sano, ces candidatures indépendantes sont des initiatives citoyennes et cela va permettre au peuple de Guinée de sortir de léthargie politique dans laquelle le pays est plongé depuis des décennies. Ces 2 jours de partage seront nécessaires pour ces probables candidats de créer une hégémonie entre eux. Nous espérons que l'atelier-là permettra la mise en place d'un cadre de concertation, permettra aux candidats indépendants, en tout cas leur cadre mis en place, de pouvoir se doter d'une feuille de route et surtout de créer les conditions d'une compréhension mutuelle, d'un partage d'expériences, d'un soutien mutuel à l'effet de leur permettre de faire face aux différentes menaces qui entourent leur initiative. Or, il s'agit d'une initiative salutaire pour les populations, parce que ça permet aux populations de sortir de l'étau politique qui ne leur donne pas trop de marge de manœuvre en termes de choix. Ils sont nombreux aujourd'hui des jeunes qui veulent tenter l'aventure politique avec ces élections communales et communautaires. Et pour ces futurs candidats, cet espace d'échange est salutaire. Honnêtement, il faut saluer la PQD, surtout son président, qui a su nous donner la force et l'énergie nécessaire pour affronter cette aventure que nous voulons commencer. On l'a piloté presque ensemble. Nous la saluons parce qu'il s'agit de mettre en place une synergie autour des candidats indépendants afin de repousser toutes les menaces qui se posent aujourd'hui à notre candidature. Sur les 25 possibles candidats indépendants invités à cette rencontre, 20 ont répondu présents. Cela matérialise l'intérêt suscité auprès des citoyens qui veulent certainement participer à la prise de décision à la base. Bientôt, une politique culturelle pour le département en charge de la culture en Guinée. L'annonce a été faite par le chef du dit département, Siaka Bari, lors de son passage dans l'émission La Tribune de l'actualité plus de la radio Chéri FM. Pour lui, cette démarche vise à donner une réelle orientation au secteur afin d'assurer sa renaissance. Décryptage au Marceau.
La promotion de la culture guinéenne, une priorité des autorités de la Troisième République. C'est dans cette optique que le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique s'engage à redonner du souffle au monde de la culture guinéenne. Un défi que Siaka Bari entend relever à travers la mise en œuvre d'un document qui va recadrer la stratégie à adopter pour l'impulsion de la culture. Depuis la politique culturelle initiée sous le premier régime, qui savait où il allait et qui savait de quoi il s'agissait, par un certain ministre Mamadi Keïta de l'époque, depuis cela, et qui avait même été salué par l'UNESCO en son temps, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des tentatives de mise en place de politiques culturelles, mais il n'y a pas eu de politique culturelle en tant que telle. D'après Siaka Bari, la politique culturelle est la boussole qui permet aux navires culturels d'accoster à bon port. D'où l'organisation d'ailleurs des journées de concertation dans tout le pays. Une occasion pour les acteurs évoluant dans ce secteur de procéder à l'approbation de la politique culturelle qui naîtra de cette concertation. Nous voulons imprimer une vision à ce secteur, des objectifs globaux à ce secteur, des objectifs spécifiques et une méthodologie de travail à ce secteur-là. Le tout contenu dans une politique fiable et viable qui puisse être à même de supporter l'effort du gouvernement en matière de renaissance culturelle. Par ailleurs, Siaka Bari a rappelé que la culture ne se résume pas qu'à la musique comme le pensent certains. Pour lui, la Guinée est un pays de parole et d'écriture par essence. C'est d'autant dire que la culture guinéenne est riche, variée et diverse, mais le seul handicap est qu'elle manque de vulgarisation. Un défi que chaque citoyen doit relever, a laissé entendre le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Justice à présent dans cette édition avec ce renforcement des capacités des avocats de l'espace francophone. La rencontre est initiée par le Centre international de formation des avocats francophones, CIFAP en abrégé. Elle vise à mieux outiller les hommes en robe noire dans l'exercice de leur métier. Les travaux qui ont démarré ce lundi vont durer 4 jours ici même à Conakry. Ça, Alou Yombuno nous fait le compte rendu. Après plusieurs autres pays d'Afrique et du monde, c'est la première fois que le CIFAF organise cette session de formation en Guinée. Ce séminaire intervient à un moment où le barreau de Guinée atteint ses 30 ans, l'âge de la maturité au dire du bâtonnier Mohamed Traoré. C'est aussi la période à laquelle les avocats du dit barreau expriment toute leur soif de formation. Cette rencontre de Conakry leur ouvre ainsi une porte de chance, surtout pour les stagiaires au nombre de 27. La tenue de cette session de formation dans notre pays nous apporte un avantage inestimable. Elle permet à plusieurs de nos jeunes confrères, dont 27 stagiaires, d'acquérir une formation sur des thèmes portés sur l'actualité. Et l'avocat d'aujourd'hui, et certainement celui de demain, ne peut se permettre de les ignorer. Le droit évolue et l'avocat avec. Elle donne l'occasion aux avocats guinéens de se frotter à leurs confrères d'Afrique francophone et de nouer des liens d'amitié. Elle donne aussi l'occasion au barreau de Guinée d'organiser pour la première fois un événement d'une grande dimension, malgré la faiblesse de ses moyens. Pendant ces 4 jours d'échange et de partage donc, les participants aborderont des thématiques indispensables pour l'homme de droit moderne. Plusieurs modules seront alors abordés, savoir les innovations de l'acte uniforme sur les procédures collectives, le contentieux du droit d'auteur et des droits voisins, la réglementation et le contrôle des pratiques anticonstitutionnelles dans les pays de l'espace OADA, les particularités du contrat de commerce électronique, la publicité et le démarchage. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako, lui, mesure l'importance de cette formation pour les bénéficiaires. La formation est quelque chose d'incontournable, d'indispensable pour les avocats. Un barreau où il n'y a pas de formation, c'est un barreau qui se meurt lentement, parce qu'on s'installe dans la médiocrité, alors que l'avocat doit toujours être en veille pour capter justement toutes les nouveautés du droit, toutes les pratiques du droit. Je vais paraphraser un ancien bâtonnier de Montpellier, que certains connaissent, Gérard Christol, qui avait dit à l'époque qu'un avocat sans formation devient un risque potentiel
non seulement pour ses confrères, mais aussi pour ses clients. Cette rencontre vient ainsi renforcer les réformes entreprises par les autorités guinéennes dans le domaine judiciaire. Une délégation de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, à sa tête son président Sano Kerfala Cissé, a effectué ce lundi une visite de soutien moral aux travailleurs de la radio Liberté FM. Vous le savez, l'antenne de ce médium de proximité a enregistré la colère du vent la semaine dernière. Objectif donc, marquer la solidarité de l'Ultergui face à ce douloureux incident survenu exactement le 30 mars dernier. Lit Mariam Bailo pour le compte rendu. C'était le jeudi 30 mars dernier que la radio Liberté FM, située en plein cœur de Kaloum, a vu son pylône déraciné par l'effet du vent violent. Dans sa chute, des dégâts matériels importants ont été enregistrés et c'est pourquoi, ne pouvant rester mieux face à cet incident malheureux, que l'Union des radios et télévisions libres de Guinée a effectué une visite de soutien moral chez nos confrères de la radio Liberté FM. À notre sens, il faut qu'on vienne en aide. Il faut qu'on apporte notre contribution à cette radio, parce que je ne voudrais pas avoir une trentaine encore de Mathias sous les bras, parce que tout père de famille qui ne travaille pas, qui ne trouve pas de quoi nourrir sa famille, peut être tenté. Une fois encore, le bureau exécutif de l'Ultergui est venu aujourd'hui constater, voir de visu ce qui s'est passé, des dégâts, et apporter une enveloppe symbolique. Depuis cette date, la radio Liberté n'émet pas et plus d'une trentaine de travailleurs se voient au chômage. Par ailleurs, le directeur de la radio se dit sidéré de la non-assistance de la haute autorité de la communication, mais néanmoins lance un appel aux bonnes volontés. L'Union des radios libres de Guinée vient pour secourir la radio Liberté FM. Donc on est à la fois attristé mais très content parce que cela va nous galvaniser pour remettre en marche nos stations de radio, même si jusque maintenant on n'a eu aucun coup de fil de la présidente de la HAC, du ministre de la Communication. Je trouve que cela c'est dommage parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans parler de la presse. Nous lançons toujours un SOS aux hommes de bonne volonté de nous aider afin qu'on puisse remettre en marche notre radio. La radio Liberté FM est l'une des toutes premières radios privées qui a débuté ses programmes d'émission à l'avènement de la libéralisation des ondes en 2006. Restons dans le même contexte pour parler cette fois-ci du séminaire de renforcement de capacité des hommes de médias, des services publics et privés qui vient de se tenir dans la préfecture de Fria. 3 jours ont permis à une trentaine de journalistes de s'approprier les techniques d'investigation sur la corruption dans le domaine de l'électricité. Une initiative du ministère de la Communication en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ba Mamad Alpha est l'un des participants. Suivez son compte rendu. Les genres journalistiques, l'éthique, la déontologie et les techniques d'investigation de la corruption sont entre autres thématiques abordées au cours de ce séminaire. Ces outils faciliteront la tâche aux professionnels des médias afin de lutter contre la corruption dans le secteur de l'électricité en Guinée. Une priorité pour les initiateurs de cette formation. C'est une motivation majeure parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'impact de la corruption sur ce secteur précisément et de façon générale sur tout le pays. Nous estimons que les enseignements que les participants ont reçus vont leur permettre effectivement de lutter contre la corruption, non seulement dans ce secteur-là, mais partout où cela sévit. Le choix porté sur la communication comme arme de lutte contre ce fléau est symbolique aux yeux du représentant du projet Gouvernance et État des droits du PNUD. Selon Richard Kourouma, pour atteindre le programme de développement durable, il faudra forcément lutter contre la corruption, un phénomène qui a des conséquences néfastes pour le développement. La corruption doit être vigoureusement combattue, car elle a des effets désastreux sur le développement, sur les fonds qui devraient servir à financer des écoles, des cliniques et d'autres services publics.
se retrouve entre les mains de criminels. Les bénéficiaires de cette formation ont remercié les organisateurs pour le choix et la pertinence du thème qui gangrène tous les secteurs d'activité du pays. Et ils recommandent 1. La démultiplication de ce genre de formation appliquée à d'autres secteurs d'activité. 2. La mise en place d'un réseau de journalistes dans le cadre de la lutte contre la corruption. 3. La mise à disposition des moyens logistiques aux journalistes pour faciliter la vulgarisation des informations. Malgré que des cadres de l'électricité de Guinée étaient conviés à cette rencontre pour faire un exposé sur la guinéenne d'électricité, ils ont brillé par leur absence. Sur le continent, lancement au Maroc des travaux de la centrale de Nour 4, la mise en service du plus grand barrage énergétique au monde est prévue pour le premier trimestre 2018. Suivez. Après Nour Ouarzazate 1, 2 et 3, les travaux de la centrale électrique photovoltaïque Nour Ouarzazate 4 ont été lancés le 1er avril 2017 par le roi Mohamed VI du Maroc. C'est la 4e et dernière étape de construction du plus grand site de production solaire multitechnologique au monde, un projet qui s'inscrit dans le plan marocain dont l'objectif est de réaliser un important mix énergétique. La forme du complexe de Nour Ouarzazate va permettre de produire un total de 582 MW qui seront injectés sur le réseau national. Ce projet qui fait appel à la technologie photovoltaïque est un tremplin pour la réalisation de plusieurs projets infrastructurels. Le plan marocain ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à 52% d'ici 2030. Le Maroc confirme ainsi sa volonté de contribuer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À travers ce projet, c'est une solution écologique en forte croissance qui se concrétise sur le continent africain. Le développement de ces projets et l'atteinte des objectifs assignés pour 2020 et 2030 ont aussi comme ambition de créer des ponts avec notre continent de manière générale. Donc le développement des énergies renouvelables, le développement du secteur de l'énergie de manière plus large et permettre à notre pays, sous la direction éclairée de Sa Majesté, d'être pionnier dans ces domaines, mais aussi d'anticiper sur les besoins futurs dans notre pays et du continent. Le complexe de Nour Ouarzazate est un investissement global de 24 milliards de dirhams. La fin des travaux est attendue pour début 2018. Rappelons que les centrales Nour Ouarzazate 2 et 3 sont en cours de construction, tandis que la première est déjà en exploitation depuis début 2016. Renouvellement du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo, une réduction du mandat de la force de maintien de la paix dans ce pays marquée par une réduction de l'effectif. Suivez. La mission des Nations Unies pour la sécurité au Congo a été reconduite pour un nouveau mandat. La plus importante et coûteuse mission de maintien de la paix des Nations Unies verra par ailleurs son effectif diminuer, passant de 19 815 éléments à 18 316. Deux missions principales lui sont confiées, la protection de la population d'une part et l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Alors, le mandat de la MONUSCO a été effectivement renouvelé. Qui a eu, c'est suite à une bataille des discussions, d'échanges. Effectivement, nous avons encore besoin de la MONUSCO dans notre pays, compte tenu de tout ce qui s'est passé les 10 dernières années. Nous avons besoin de pacifier notre pays, et la MONUSCO elle est là pour accompagner justement nos forces à maintenir l'ordre, la paix et la sécurité. La MONUSCO avait la mission d'observateur, un statut stigmatisé par beaucoup du fait que malgré son important effectif, plusieurs actes de déstabilisation du pays par des mouvements armés et des massacres de la population ont été perpétrés en sa présence. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire et c'est la raison pour laquelle la mission que nous faisons ici, c'est de trouver quels sont les modes de fonctionnement, quelles sont les actions que nous allons pouvoir mener ensemble de manière très coordonnée, bien planifiée, pour pouvoir porter des coups sévères à ceux qui créent le chaos dans ce pays. 18 ans de la mission pour le maintien de la paix en RD Congo, mais le pays est encore loin de recouvrer la paix sur toute l'étendue du territoire. Cependant, d'aucuns estiment que la présence de la MONUSCO a aidé tant soit peu à stabiliser la situation dans les zones de tension qui se développent dans ces pays de plus de 80 millions d'habitants, aux immenses richesses
objet des convoitises. En France, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a rejeté ce lundi la demande irréaliste des meneurs du mouvement social en Guyane de porter à 2,5 milliards d'euros le plan d'urgence du gouvernement. Preuve éloquente de l'échec de la mission conduite par le ministre de la Sécurité et celui de l'Outre-mer dans cette région toujours dominée par les revendications. Suivez. Devant une population venue en masse les soutenir, le collectif des grévistes guyanais affiche sa détermination. Après une réunion avec la ministre des Outre-mer qui aura à peine duré 15 minutes, le plan proposé par Erika Baretz est refusé. Les 1 milliard d'euros proposés sur 10 ans sont insuffisants, disent-ils. Les accords économiques sur le bâtiment et l'agriculture ont bien été conclus, mais le collectif exige des efforts supplémentaires dans les domaines de la santé, l'éducation et la sécurité et promet de rester soudé. Même le syndicat des patrons le soutient. Les barrages vont rester sur place, effectivement. On va avoir au moins jusqu'à mercredi, en tout cas des barrages, jusqu'à la décision du Conseil des ministres. Par rapport à cette enveloppe de 2,5 milliards pour pouvoir construire la Guyane de façon équilibrée. Enfin, équilibrée. De telle façon qu'il n'y ait aucun secteur qui soit laissé pour compte. La grève générale se poursuit et se durcit avec une fermeture de tous les magasins ce lundi. Petits entrepreneurs, routiers, syndicats de l'électricité ou gaziers, enseignants, chaque branche du collectif partira sur les différents barrages pour faire le point sur la situation et mobiliser les troupes. Naturellement, on va durcir le mouvement et dès mardi matin, nous donnons rendez-vous à Kourou à 9h à toute la population. Les barrages seront ouverts pour que tout le monde puisse se rendre à Kourou pour une grande mobilisation. La mobilisation continue et la fusée reste au sol. Tel est le mot d'ordre entendu dimanche soir. Une pression supplémentaire sur la métropole où Bernard Cazeneuve réunit sa ministre de l'Outre-mer et 8 autres ministres à 16h30 pour revoir sa copie. Le bilan s'alourdit en Colombie après la coulée de boue de vendredi dernier dans la ville de Mocoa. On parle de 254 morts et la population craint un autre drame malgré les démentis des autorités. Suivez. Alors que la liste des victimes s'alourdit, il est l'heure pour les familles d'identifier leurs proches disparus dans l'immense coulée de boue, de roches et de troncs d'arbres qui a dévasté Mocoa dans la nuit de vendredi à samedi. Venu sur place constater les dégâts, le président Santos a déploré le nombre de jeunes victimes, 43 enfants et de nombreux orphelins, mais promet un avenir meilleur. Je sais que la douleur restera pour toujours. Mais il est possible de l'apaiser. Il est possible de récupérer et surmonter cette tragédie. L'espoir est possible. Nous allons nous dédier à rendre l'espoir à Mocoa, à lui redonner un futur. Ce sont les quartiers pauvres de la ville qui ont été dévastés. Des quartiers construits anarchiquement au gré des mouvements de déplacés dus à la guerre civile. Pour le maire de cette ville de 40 000 habitants, la menace pèse toujours sur la localité, bâtie au confluent d'une dizaine de rivières, et qui, à cause de la déforestation massive, ne supporte pas les pluies diluviennes qui s'abattent désormais périodiquement sur les Andes. C'était prévisible. En plus, moi, j'ai mené mon enquête. J'ai dit à mon père que ça allait arriver. Je l'ai vu dans des documentaires. Les autorités, elles, assurent l'image aérienne. Aucune menace ne serait imminente. 1 millier de sauveteurs ont été déployés et plus de 7 tonnes de matériel envoyées sur place. Des sauveteurs qui tentent toujours de retrouver des survivants et des rescapés qui tentent tant bien que mal de survivre. C'est sur ces images difficiles à supporter que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain mardi, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Portez-vous bien.